big bad city. This is jam hot. Et maintenant, favorite d'un roi en fuite, supporter de l'Ange Vert, des intrigues de palais à l'amour foot, jolie petite loute, voici Marie Lebet, qui publie chez Ballant son 3e roman. Voici Madame Rocheteau à l'interview Yes No. Alors Marie Lebet, bonsoir. Après 17 ans, porte 57 et Ballon de Soie, tu publies ton 3e roman qui s'appelle Un ange en exil et toujours chez Ballant. Alors parle-nous d'un ange en exil, du personnage, comment c'est... Bon, c'est l'histoire d'un ingénieur russe qui est en pleine perestroïka, qui est parachuté dans un petit village à côté de l'aérospatiale, près de Toulouse. Ouais. Et puis il parle pas très bien le français et il loue une maison à côté d'un peintre américain qui est le narrateur, c'est ce peintre américain. Et puis petit à petit, comme c'est la mode, la perestroïka et blablabla, petit à petit tout le monde va l'adorer. Voilà. Et il va devenir l'idole du village. Voilà. Et puis le boucher, la boulangère, tout ça vont vouloir partir en voyage organisé à Noël pour aller à Kiev. Il est de Kiev. Et ça devient l'idole. Il fait plein de femmes dans le village. Et puis petit à petit, sans qu'on sache pourquoi, tout le monde va commencer à le détester. Après l'avoir porté au nu, tout le monde va le détester. On va le renvoyer dans son pays. Comme, mais les gens se cotisent pour le renvoyer en plus. Les gens se cotisent. Pour le renvoyer dans son pays comme le dernier des émigrés. C'est sûr que si mon personnage était un arabe ou un africain, ce serait une histoire plus banale. Mais comme c'est un russe, le racisme est plus... Est-ce que c'est une fable sur les pays de l'Est? C'est-à-dire en ce moment tout le monde adore les pays de l'Est, tout le monde a envie de les aider. Et puis un jour on va en avoir ras-le-bol de les aider. C'est ça ton truc? C'est ça un peu qui me fait peur. Ça t'aide d'être Madame Rocheteau pour vendre le livre Pas du tout. Ça te dessert tu penses? Ou ça t'aide? Non, mais c'est... Ouais, c'est Madame Rocheteau. Mais bon, en même temps, je m'en fous. Parce qu'en même temps, quand je vais chez le boucher, c'est que je suis Madame Rocheteau, il me sert des... Il te donne des meilleurs morceaux? Voilà. Alors, faut pas non plus se plaindre. Non. Surtout qu'il est sympa en plus, Dominique. Il avait gagné au blind test, tu te souviens quand même? Il est fort. Il est fort, hein. Sur la musique californienne, il est très très fort. Alors le livre précédent, c'était Ballon de Toi. Et c'est très bizarre parce que ce bouquin, qui était un espèce d'hymne fou au football, tu l'avais écrit avant de le rencontrer, non? Ça s'est passé comment, cette histoire? Ça s'est passé que j'avais signé un contrat avec Ballant, toujours sur... le thème, c'était l'amour au Moyen-Âge, l'histoire d'une fille qui, à travers les chevaliers, trouve la formule magique pour faire tomber tous les hommes. Puis j'avais écrit 60 pages, c'était le mondial, j'étais à Cabourg. Et vraiment, je me disais, putain, je me fais chier. Et tout à coup, j'allume le poste et je plonge. Je plonge parce que j'ai été fascinée. D'abord, j'étais fascinée par les gens qui regardaient le football, parce que je voyais des gros bras, des gros durs, des patrons de café comme ça, pas très forcément sympathiques, qui devenaient comme des gonzesses, qui, l'espace d'une heure et demie, alors que le football... Ils étaient amoureux de... Ouais, c'est un jeu absurde quand on y pense. Et ils vivaient des choses vraiment importantes. Je me suis dit, donc, il y a quelque chose que je rate là, il faut que je regarde. Et alors j'ai regardé le mondial et je suis tombée dedans. Et j'ai écrit donc l'histoire de cette fille qui se transforme en ballon, parce qu'on ne parle jamais du ballon. Et quand je corrigeais les épreuves du livre, un jour je téléphone à un copain de l'IB au service des sports, je lui dis, tu ne connais pas un joueur qui a participé à France-Brésil, il faut que je lui demande ce qu'ils se disaient entre eux sur le terrain. Il dit, oui, j'en connais un, bon, je vais l'appeler. Alors, il y a un autre livre, ton premier livre, qui était aussi basé sur une expérience vécue. C'était ton histoire avec le chat d'Iran. Et il y a un truc très bizarre, parce que je t'ai vu l'autre soir dans une émission, chez Poivre d'Arvor, et tu voulais pas en parler. C'est un truc que je vis mal, enfin que maintenant je vis bien, parce que j'ai écrit le livre, mais que j'en parle mieux dans le livre que je pourrais en parler à la télé ou bon. Parce que j'ai aimé cet homme, hein. J'avais 17 ans, j'avais perdu mon père, j'avais perdu ma sœur, et j'ai retrouvé une image comme ça du père, et j'ai aimé cet homme, et puis après quand je suis partie et que je l'ai quitté, j'ai appris que c'était entre guillemets un tyran, et que j'ai jamais pu... que bon ben ça c'est un truc que je pourrais jamais expliquer, quoi. Au départ, tu savais pas que tu allais l'aimer, parce que tu as été, en quelque sorte, pas recrutée, mais enfin, tu as été mise en contact avec lui par une princesse iranienne qui vivait à Paris, c'est ça? Oui, et puis au départ, j'avais 17 ans, je sortais de Seine-Saint-Rémy, qu'un mec de 24 ans, pour moi, c'était un vieillard, que, je veux dire, bon c'est vrai qu'il y a le fait que j'avais perdu mon père, mais il n'y a pas que ça.
T'en as honte de ça maintenant? Non, moi je n'en ai pas honte parce que moi je sais ce que j'ai vécu. Mais quand on m'en parle, il me faudrait 2 heures pour expliquer. Ou alors, parce qu'en une phrase, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est ça qui m'a poussée à l'écriture. Les gens t'en parlent, des fois te disent vous avez été demoiselle de compagnie rapprochée du Shah d'Iran. Oui, Poivre d'Arvor. Poivre d'Arvor, mais tu ne réponds pas à Poivre d'Arvor, ouais. Mais non, parce que qu'est-ce que je peux répondre, franchement Bah, D'abord, c'est pas du tout ça, c'était comme un conte de Perrault, quoi, une petite fille qui voyait, j'écrivais des poèmes, j'étais enfermée toute la journée, c'était pas du tout salace, quoi. Et Sarah Diba, tu la voyais de temps en temps? Mais non, jamais, moi j'étais enfermée. Enfermée par moi-même. Ouais, mais t'étais pas prisonnière. Non. Enfin bon, dès que je sortais, j'avais 3 gardes du corps, et donc je sortais jamais. Et puis c'était une période où j'allais mal dans ma vie. J'avais perdu mon père à 13 ans, puis ma sœur, qui était comme une sœur jumelle, à 16 ans. Là, je recrée ma famille, quoi, mon enfance. Et ta mère, elle a réagi comment quand elle a vu le bouquin? Qu'est-ce que vont en penser mes copines de la bonne société? Bon, t'es prête? On va faire un jeu là. Ouais. Hein? Ouais, je préfère. Le jeu du oui-non. C'est une poupée qui fait non. Est-ce que t'éteins la lumière pour faire l'amour? Non. Non. Est-ce que tu aimes faire l'amour ailleurs que dans un lit? Oui. Ah, où? Ça c'est bon. Ah, mais je réponds oui ou non? Non, mais d'accord. Partout. Partout. L'endroit le plus fou où tu as fait l'amour, c'est quoi? À part un palais en Iran, ça, je reconnais que c'est assez recherché, mais à part ça, disons. Dans nos pays à nous. Je sais pas, dans la piscine ou dans l'ascenseur. Ça va, à l'ascenseur. Parce que tout le monde dit l'ascenseur, mais toi, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais à 5h du matin. Ouais. Arrêtez l'ascenseur ou en marche? Ah ben, arrêtez quand même. Arrêtez quand même, bloqué. Si tu trompais ton Jules, tu lui dirais? Je crois que je ne dirais pas. Ah, maintenant dis-nous pourquoi. Je ne dirais pas parce que je trouve que quand on fait des conneries, bon, ou on trompe et on se casse, ou que quand on fait des conneries, il faut assumer. Que le fait de l'expliquer, c'est déjà pour se faire pardonner. Ouais, c'est s'en dégager. Ouais. Est-ce que tu crois en Dieu? Dieu croit en moi. Est-ce que tu t'aimes? Quand j'écris. Quand j'écris, je m'aime. Sinon, enfin, je m'aime vraiment quand j'écris. Sinon, quand je reviens des Caraïbes, quoi. Quand je suis bronzée. Ah ouais, c'est pas mal, là. Non, bah... Est-ce que, dernière question, tu regrettes d'être venu dans cette émission? Putain, ça fait une semaine que je dors pas. Après Kylie Minogue, après Rick Astley, après Jason Donovan, encore signé Stock, Aitken, Waterman, voici Lenny Gordon, Happening All Over Again. C'est le cas de le dire.
Eh oui, c'était Lonnie Gordon, le dernier bébé de SAW. Scoop, La mouche se pose dans lunettes le 11 avril à Paris, sorti de son long, réalisé par Philippe Sedbon, une histoire de démon. Vrai ou fausse, Mr. Frost, Jeff Goldblum, auto-interview, super exclu. Aren't you? You're Jeff Goldblum, the movie star, aren't you? Yes, that's right. I'm Jeff Goldblum. Well, nice to see you. If you know, I know you, but if you were to introduce yourself to somebody here in France, somebody in a club or something like that, what would you say? Somebody who doesn't know you, what would you say? I would say I'm Jeff Goldblum from the United States. I'm an actor. I've done a bunch of films. Maybe you've seen me in The Fly, I think was the most popular here. And in fact, I'm going to be in a movie coming out soon called Mr. Frost with Alan Bates and Kathy Baker. Well, was it difficult to become a star in Hollywood, or did you? How did it happen? Was it difficult? I went to New York City after growing up in Pittsburgh, Pennsylvania, and studied at a great acting school. But very soon after I graduated, almost a year, I was 18, 19, I fell into a job in theater and did a couple of plays. And then Robert Altman saw me in a play in New York and asked me to do California Split. And then I did Nashville. And kind of one thing led to another. So I kept working, and I've never, in fact, had to have a straight job, you know. Hey, do you ever feel like, after you did The Fly, did you ever feel like that character at all? No, I don't feel like the Fly. Although that character, you know, what appealed to me about that character was that it was romantic and heroic, and I had a passionate and poetic part of myself, and I feel like that sometimes. Tell me about Mr. Frost, about your new film, Mr. Frost. Oh, it's a very interesting movie. You know, it's with, as I mentioned, Kathy Baker and Alan Bates. I'm a mysterious and dangerous and charming and seductive and unpredictable and spontaneous character who makes a very kind of intimate contact with Kathy Baker, and on one hand destroys her, but on another hand opens her up, and it's a kind of a violent and dangerous love story. So. Never has Britain witnessed a crime of this magnitude. By the sheer horror of his acts, Mr. Frost, the alleged murderer, reminds one of the notorious American chainsaw murderers, Ed Gein and Edmund Emil Kemper. Frost is not just another patient, Professor. He is the devil himself. So, if I were to kill you, now what would that prove? You believe in me? And that I'm stronger than passing time? Stronger than passing time. Haven't you understood this yet, this devil idea? It's hopelessly out of date. It's a faded image. This is a century that belongs to science. Knowledge has replaced faith. Babies are produced in laboratories, and superpowers have enough nuclear warheads to destroy the planet 30 times over. Rainforests are being destroyed, but football stars make the headlines, and tourists are murdered by 5-year-olds while their brothers and sisters sell their bodies for crack. That's evil, Mr. Frost. That's your evil. It's done every day, it's taken for granted, and man is responsible. This devil is another facet of show business. You know, you remind me very much of a washed-up actor who's trying desperately to make a comeback and nobody gives a damn. Stop! God damn it! What would you say are the 3 top directors you've worked with? Oh, well, I've been very lucky. I've worked with a lot of great people. I worked with a little part in the Woody Allen movie, and I've worked with Paul Mazursky and Robert Altman and Philip Kaufman and Lawrence Kasdan, and a lot of great directors. Philippe Sedbon directed Mr. Frost, and he was wonderful. I'll tell you, I had as good a time on making Mr. Frost as I've had on any movie. What's your best film ever? I'm most fond of the last things that I've done. I have a particularly good feeling about Mr. Frost.
Worst? I've never made a movie that I look at now and am really, this is true, tormented about. I wish I hadn't made it. I happen to know that you've been in therapy at sometimes. Does that help as an actor at all? Acting is a strange combination of lying and telling the truth. It's lying, really, because the circumstance, what you say, who you say you are, and the circumstances are made up. It's a lie. But to make that credible, to make it like it's real life, you have to be truthful in some other way. You kind of have to be yourself in some way, even though it might be a leap of imagination. You have to be yourself. So therapy, or anything therapeutic that kind of educates you about yourself and allows you to know yourself and be able to tell the truth, in fact, and make you more truthful, more authentic, less phony in some way, more in touch with the things that mean something to you, and more in touch with your feelings, the better actor you are. Did you look up to anybody when you were a child? That's the first thing that comes to my mind is that I had an older brother named Rick, who was 4 years older than I was, and in fact, sadly, when he was 23, he died, and I was 19. But he was. I looked up to him, and the way he was, I mean, he started to go out with girls, when I was kind of still too young to, and I really looked up to him. And what do you say to yourself every morning when you see me in the mirror? I sing, this morning, I'm just thinking this morning, I sang. I sang a medley of songs. That's Life was one of the songs. And Hey, Look Me Over was one of the songs. So I sang. Oubliez sa reprise de Mercedes-Benz. Fini le spleen de Joplin. Maréchal prend du galon chez Ardisson. C'est la vie Lola. De la part de Thierry, pour la fille d'Arnaud. Lola, tu dis que ça n'a pas d'importance. Où on va, d'où on vient et tout ce qu'on en pense. Dans tes yeux, y'a que ce que tu y vois. Et tu t'en fous de ce que tu sais pas. Lola, tu dis qu'il faut s'attacher à rien. Ton seul avenir, c'est le moment qui vient. La vie, c'est tout ce que t'as. Lola, c'est des idées, c'est du soda. Et quand tu regardes à la lumière, il y a des petites bulles qui montent en l'air. La vie, c'est tout ce que t'as. Lola, plus ta soif de ça. Est-ce que tu t'es jamais demandé jusqu'où toutes ces petites bulles allaient? Jusqu'où toutes ces petites bulles allaient? Lola, tu dis que la seule chose que tu sais, c'est que ta vie c'est seulement ce que tu en fais. Chacun sa façon, chacun sa chance. Tu fais comme tu veux, tu fais comme tu penses. Lola, les moments que tu mets bout à bout, tu veux pas qu'ils soient vides, c'est tout. La vie c'est tout ce que t'as. Lola, c'est des idées, c'est du soda. Et quand tu regardes à la lumière, il y a des petites bulles qui montent en l'air.
Time Toulouse, extrait de J'ai le rock, t'as le blues. Les deux, mon capitaine, bientôt sur toutes les chaînes, c'était Sylvie Maréchal. Et voici la Marie-Thérèse du premier Châtillès, de Beniche, elle passe fétiche, victime de la vieille dans Tati Daniel. Voici Jacob, Catherine, future divine. Catherine Jacob, bonsoir. Bonsoir. Alors après les pauvres et les riches, Étienne Châtillès cette fois s'en prend aux classes moyennes. Ça s'appelle Tati Daniel. Et il dit en parlant d'elle, c'est une vieille salope qu'on aime. Tati Daniel, c'est une vieille dame de province qui a un petit peu de moyens. Ouais. Et qui quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui va disparaître et qui va être prise en charge par des bons gros gentils qui vont se faire manger tout cru. Urgent, recherche personne sérieuse, 3 premières semaines de juillet, pour garder dame âgée, référence exigée. Après La vie est un long fleuve tranquille, voici Tati Daniel, le nouveau film d'Étienne Châtillès. Tati Daniel, vous ne la connaissez pas encore, mais elle vous déteste déjà. Sorti le 4 avril. Si je veux. C'est Alien, il dit Châtillès en parlant de l'arrivée de Tati Daniel dans la famille Billard. Toi, tu es Catherine Billard. Catherine Billard. Tu es esthéticienne pomponnée, middle class, comme ça, faux chic. Impeccable, c'est extraordinaire. Quelqu'un qui veut toujours embellir et qui a décidé une bonne fois pour toutes avec son petit mari que la cruauté, la trivialité, l'âpreté des choses n'existe pas. C'est une fiction qu'on voit au cinéma ou dans les journaux. C'est de la fiction alarmiste. La réalité n'existe pas autrement que par les médias. C'est un peu un personnage comme notre célèbre Marie-Thérèse de la vie, c'est-à-dire écrasée par le destin. Victime du destin. Et tu as dit une chose formidable sur ton personnage, tu as dit, elle va s'en tirer, mais elle sera marquée durablement. Dans 10 ans, elle sera charmante, mais elle prendra 2 doigts de Porto. On a l'impression qu'elle s'en sort, mais elle est cassée quand même. Toujours assurer une façon sociale, il n'y a même pas de social de toute façon. Elle va toujours avoir la façade comme ça, mais c'est quelqu'un qui sera profondément scellé comme ça, et ce sera probablement quelqu'un qui va dériver doucement vers la folie, je crois. Moi, j'ai adoré toutes les parties où tu es là, avec Eric Pratt, toutes les parties dans la famille, et puis un peu moins le début, un peu moins, c'est un peu long sur Sylla Shelton. Tu trouves comment, toi, le film? Moi, il faut que je le revoie, parce que je l'ai vu l'autre jour dans un état... J'étais proche de j'étais malade, j'étais au premier rang. Et c'est toujours très troublant de se voir, on se regarde un peu trop le nombril. Alors je crois que je vais le revoir. Alors toi, tu as eu la vocation, quand tu étais petite, tu habitais à Compiègne, et le dimanche, ta maman faisait des sorties dominicales, et vous quittiez Compiègne pour aller à la Comédie Française. C'est comme ça que tu étais en contact. Mais elle voulait quand même sortir un peu le museau du terrier, donc on est allé voir des gens. Moi, c'est vrai que ça a quand même beaucoup joué de voir des gens comme Pierre Charon, Robert Hirsch, ou Pierre Douche, ou Louis Seigné, ou Catherine Samy, ou Denis Jean. Je veux dire, ça n'a pas été que ça. Il y avait aussi la télé, mais il y avait le cinéma. Mais c'est vrai que ce sont des gens comme ça qui vous poussent tout, très petit, quoi. Et quand tu as fait le... La vocation vient d'une névrose. Ouais. Toujours. Moi, je ne crois pas qu'on est acteur parce que c'est pour faire comme des copains. Il y a un truc qui... quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a un truc. Tu as pris des cours, tu es allé au cours Florent, tout ça, non? Ouais, je suis allé 1 an et demi chez Florent. Et puis tu en as eu marre un jour des panouilles, quoi, et tu as dit, je vais faire du babysitting. Oui, c'est ça, je veux dire. Grande expérience dans ta vie, tu as fait 850 gosses et 80 appartements, je veux dire, c'est sérieux quand même. C'était ça qui était bien, parce qu'en fait, gagner 22 balles de l'heure, c'est quand même ses débuts. Mais moi, je voulais pas d'un travail qui me centrifuge. Non, il fallait un minimum, quoi, pour assurer un minimum. Moi, dans la journée, j'écrivais, je regardais les mômes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut piger assez vite, il faut aller 8h30. Et donc, ils sont couchés, on va les voir, on fait un petit billy, machin. Mais après, tout simplement, on voit qui sont les gens socialement, on voit les appartements. C'est pas tout fouillé, il n'y a pas besoin de dire ça sert à rien, mais ça, c'est quand même... Ça aide. Sur le coup, moi, je me demandais ce que je faisais là. Tu en as vu des Catherine Billard à l'époque, un peu au-dessus, en dessous, je sais quoi. Bon, sur le coup, on se demande pourquoi, puis après, bien évidemment, ça sert à quelque chose. Après, tu nous as fait Marie-Thérèse. Mais madame, je vous jure que j'ai jamais couché avec un garçon. Mais c'est devenu, tu sais, un logotype, un jingle, tu le sais, ça. Alors, après, tu as eu donc le César du meilleur espoir féminin. Oui. Hein? Alors ça, c'est un grand moment, parce qu'en général, ils donnent ça ou à des très jeunes, ou à des ravissantes, ou à des... C'est vieille quand même, là. Non, mais enfin, je veux dire, je suis pas une nymphette, ni une Lolita, ni... bon... Alors, c'est plutôt rire, quoi. C'est une espèce de contre-exemple. Mais c'est vrai que le soir du César, c'est Gina Lollobrigida qui a annoncé. Oui, mon père a toujours été fou de... tu vois. Et c'est vrai que le soir du César, au moment de te lever comme ça, tu t'es dit, il ne faut pas que je regarde Gianni,
ça va me fragiliser. Oui, en même temps, faut pas non plus, je fais pas un procès, Ouais. je m'en fous. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui... Oui, il y a des gens qui font... C'est le cinéma qu'on s'en fait, parce qu'elle s'en foutait, j'imagine, complètement. Elle devait parler à son voisin, je sais pas, je veux dire, j'en sais rien. Moi, j'ai rien entendu à lui, je m'en fous, mais je me suis dit, faut pas aller chercher la pression. Ça sert à rien. J'ai pas envie d'aller regarder 3-4 officiels. Et ça, c'est un truc qu'on apprend au théâtre. Ouais, parce qu'au je respire avec le nez, j'y vais. Oui, au théâtre, il y a toujours quelqu'un qui n'a pas envie de... T'as pas de problème, je veux dire, t'es pas complexé physiquement de toute façon. Ça t'emmerdait de monter sur cette scène devant tout le monde, là? Ah non? Ça faisait pas chier. Non, mais ça m'est un plaisir d'aller chercher. Ouais. Non, les complexes. T'as dépassé ça depuis longtemps? Si, il y a des complexes, bien sûr. Mais faut savoir pourquoi, comment, et puis s'en servir, je veux dire. Moi, on m'a rajouté des épaisseurs pour Marie-Thérèse. Si Catherine Villard est un peu grassouillette, c'est pas plus mal pour le personnage, je m'en fous. Moi, je sais que je peux perdre 10 kilos pour un autre rôle. C'est pas un problème, je veux dire. Alors, on va te faire une petite interview coq à l'âne. T'es prête? Bon. L'insulte qui t'a fait le plus mal dans ta vie? Quelqu'un qui m'a dit que j'avais pas de visage, pas de corps, pas de fraîcheur et pas de relais social. Ah oui, c'est qui a dit ça? Pas monsieur que j'ai jeté, quoi. Ouais. Ah oui, c'était pas non, mais dans la vie c'est-à-dire que je privée, quoi. sélectionne maintenant. Ouais. Comment ça va avec les mecs, là, attendez, où, là? Ça doit pas être ça. Ah bon? T'as toujours pas trouvé l'âme sœur, comme on dit tout poliment. balancer dans le boulot, parce que... Non, c'est un monsieur comme ça, il y a exactement 3 ans, on dit ça. Alors quand on a une femme jeune et que... Enfin, bon, là, ça, je crois que c'est... Mais ça a été très utile. C'est quoi peut-être plus sexy en toi, à ton avis? Les jambes. Quelle chose négative tu dirais sur toi? Pas assez de rigueur. Ah bon? Non, il y a des trous d'air. Faut resserrer un peu les boulots. Il y a des trous d'air. Le lieu idéal pour une étreinte? Chez nous. Chez toi? Non, mais en fait, j'ai assez envie d'aller faire un petit voyage. En Grèce? J'ai envie d'Italie, je crois que l'Italie, c'est bien pour ça. Bien pour pour les étreintes, c'est parfait. Je vais aller voir. Du bon vin et tout, c'est génial. Le lieu où tu es incapable de faire l'amour? Je pense au milieu d'un restaurant. Ouais. Ici, là, par exemple. Non, je ne sens pas bien. Tu sens pas bien, sauf si c'était du cinéma ou de la télé. Ouais, mais si c'est du cinéma, c'est pas du vin. Ouais. Quand tu aurais pleuré pour la dernière fois? Oh, bah, il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai la crève, donc... Ah bon? Ouais. Ça, je sais pas, il y a une demi-heure. Ouais. Tu préfères séduire ou convaincre? Les deux, le capitaine. Merci, matelot. Où aimerais-tu être enterré? J'aimerais pas. T'aimerais pas? Ça doit pas être brûlé, quand même. Ah si. Ah bon? Et qu'on mette tes cendres où? Je sais pas. À Compiègne? Non, sur un petit meuble Louis XVIII, un truc emmerdant, qu'on est obligé de voir tous les jours et de faire un petit autour. Tu préfères draguer les mecs ou être dragué? Ça veut rien dire. Ah bon? Explique-moi ça. Ça se passe tout de suite, quoi. Ah bon? T'as déjà eu des expériences comme ça d'instant sex? Non, la drague pour la foutaise. Ouais. Je sais pas, mais non. T'as déjà eu des expériences comme ça, tout de suite? Oui. Ah bon? Oui? Oui, oui. Sur des plateaux ou? Non, pas sur des plateaux, des trucs comme ça. Ah bon? Exercice de style. T'as déjà pensé au suicide? Oui, mais pas pour moi. Technotronics et stars du remix, voici High-Tech 3. Rusés les DJ, ils ont trouvé leur voix, le mec plus ultra, c'est Yakid Khan. Avec Spin That Wheel, on sort pas de la famille. Any term is alright. When your DJ plays the K, you will listen to what the kid has to say. Cause you know it's too damn straight. Can't wait. Gotta get on down before it's too late. And even if so it would be, my friend, just tell him to play it again. See, once it starts to beat your eardrum, it goes way up to your head, bouncing down to your belly and back. If you hunger, you be fed. It's all up to the individual. This reaction is typical. Somehow you get to catch up with that beat. Snap that finger, stop your speech. Do I love it? Oh yeah. Do I want it? Hell yeah. Do I really need it? Yes indeed. I smoke the mic like weed. For real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo DJ, spin that wheel. Spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo DJ.
stress. I'm your hostess, providing anything you request. Starting from your hair to your toenails, I know how to treat a guest. Take it from me, it's a must. Come to the kids so I can bust this like it should be done. Ya Kid K is the one. Where's the head of my rhyme? You wanna have a good time? Have a party, yes indeed. This house you up like speed. Turn it up and let it spin. Turn it over, let it spin. Turn it up and let it spin. Turn it over, let it spin. For real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo, DJ, spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo, DJ, get up and party. I'm here to promote the music. Come on. Bring that beat back. Turn it up, let it spin. Turn it over, let it spin. Yo, turn it up, let it spin. Turn it over, let it spin. For real, legit, you feel it. I'm talking about the real deal. I'ma make you feel. Yo, DJ, spin that wheel. Half word, anyway is okay. When the record starts to play, legit, you feel it. Yo, DJ, spin that wheel. Spin that wheel. I'ma make you feel. Yo, DJ, get up and party. Tiens-toi bien, Lucien, ils ont prévu 7 versions de la même chanson High Tech 3. La figuration libre, c'était pas sa fibre. À l'époque des grandes toiles bariolées, il a fait des petits papiers. Premières œuvres miniatures mais grosses pointures. Voici Philippe Favier qui raconte ses tableaux. À l'interview pinceau, l'art sans pincette, ses lunettes. Philippe Favier, bonsoir. Bonsoir. Alors, t'es de Saint-Étienne. Ton papa tenait une boîte de nuit, c'est ça? Entre autres, oui. Parisiana. Un endroit qui s'appelait Parisiana. Ouais. C'est pas dépaysé, là, ça va? Pas trop, non, il y a encore quelques dorures un petit peu craquelées qui me rappellent certaines choses. Et après, comment tu t'es retrouvé à la Villa Médicis? Il s'est passé de belles choses, de plusieurs jurys, de belles rencontres, de Soulage notamment. Il s'est passé, voilà, des petites choses qui font qu'on réussit quelque chose. À la fois c'est vrai et c'est faux, mais c'est quelque chose un petit peu délicat à aborder parce qu'il faudrait rentrer dans le détail pour savoir exactement pourquoi j'y suis resté si peu de temps. Bah, dis-le-nous. Non. Pourquoi? Non, parce que c'est pas intéressant. Ce que je peux lui dire, c'est que c'est un lieu magnifique, qu'il y a là-bas certaines personnes qui sont très bien, mais que certaines personnes, et que peut-être je suis tombé sur une année difficile. On a compris. Voilà. Alors, en 82, au moment de l'éclatement de la figuration libre, c'est-à-dire les grands formats bariolés, toi, tu es arrivé avec des miniatures délicates, des œuvres comme ça, lilliputiennes, on a pu dire. C'était une réaction, c'était pourquoi tu faisais ça, à cette époque-là, où tous tes contemporains, finalement, étaient tentés par l'inverse. Je crois que moi, ce qui m'a troublé lorsque j'étais étudiant, c'était des choses que l'on voyait et qui nous touchaient lorsqu'on était en classe, c'est-à-dire la peinture américaine, les très grands formats, les Pollock, les Newman, des choses comme ça. Et sans doute, je me suis trouvé d'emblée essoufflé par ces grandes choses. Et que mon attitude, à ce moment-là, a été de tenter dans mon minuscule point de faire les choses à mes dimensions, en fin de compte. Des petites choses, parce que j'ai tenté de faire des grandes choses et à l'époque, je n'y arrivais pas. Mais je dois dire qu'actuellement, je me coltine face à ces grandes choses. Et tu faisais quoi alors? Ces petites choses, c'était quoi? Ces petites choses, c'était de toutes petites choses, des choses infimes, des bagatelles. C'était des bagatelles pour un massacre, si je puis dire, puisque c'était des petites scènes de guerre, des choses au stylo bic sur du papier journal. Alors après, dans les années 85-87, tu as fait des peintures sur verre que tu enchâssais dans des boîtes de sardines. Pourquoi tu faisais ça et ça ressemblait à quoi? J'aurais aimé que ça ressemble à des petits talismans de peinture. Je sais pas, on ne sait jamais réellement pourquoi on fait les choses, en tous les cas au début. Voilà, sans doute je voulais que ce soit des petites escarcelles un petit peu sacrées. Je ne sais pas si j'y suis arrivé, je le pense. En tous les cas, pour moi, certaines de ces peintures le sont. Tu l'as vendu? Bien sûr. Oui. C'était le peintre le plus cher au millimètre carré, tu le sais? Oui, j'ai lu ça. Et ça s'appelait Parisiana, c'est-à-dire comme la boîte de nuit de ton père? Une de ces peintures s'appelait Parisiana. Celle que j'aime le plus, celle qui me touche et pour cause le plus. Alors après,
maintenant, enfin en 89, tu es passé au grand format, c'est-à-dire que tu as fait des objets sur des fonds noirs sérigraphiés, des objets très simples comme ça, des pots, des cruches, des tasses. Alors pourquoi d'un seul coup tu as dit tout le monde va m'en parler, mais c'est normal parce qu'après avoir fait toutes ces petites choses tellement révolutionnaires à l'époque de la figuration libre, d'un seul coup tu passes au grand format. Alors pourquoi? Sans doute que je devais d'une part avoir un peu marre d'être toujours étiqueté le peintre du petit format et aussi par ailleurs parce que j'ai envie de continuer mon travail et mon travail c'est de chercher. Bon, d'autres ne cherchent pas et trop, moi je cherche. Ouais. Voilà. Et maintenant tu vas vers quoi alors? Maintenant je vais vers des formats un peu plus grands, mais parler uniquement de format c'est peut-être restreindre les choses, alors je continue mes recherches, j'abandonne un petit peu les objets pour travailler davantage sur l'espace. Je reviens un petit peu à ce qui n'était peut-être pas très visible dans les premiers travaux, qui était un petit peu une quête de l'espace, en tout cas un questionnement de tout ce bois silencieux qu'est l'espace, le mur. Donc je continue dans cette voie, je crois. Ça a été influencé par qui? Je crois par beaucoup de choses, parce que je connaissais pas grand-chose, et donc beaucoup de choses m'ont touché. Dire un nom comme ça, ce serait en oublier trop. Ouais. Je sais que maintenant je suis touché par, toujours et depuis longtemps, par des gens comme Fautrier, par Wolf. Soulage aussi me plaît énormément. À la fois les gratteurs et les spacieux. Tu serais qui si tu n'étais pas Philippe Favier? Si j'étais pas Philippe Favier, de façon très prétentieuse, je dirais que je serais malheureux. C'est très bien. Tu mets combien de temps pour faire un tableau? Le dernier, j'ai mis 33 ans. Ah oui. Voilà. Écoute de la musique quand tu peins? Non, j'écoute la radio, j'aime bien entendre des voix. Ouais. J'aime bien savoir que des gens existent autour de moi. J'adore surtout des bavardages. Parfois des émissions scientifiques, peut-être je comprends rien, mais je sens que des gens existent autour et c'est bien. Ça vaut combien un grand format là, en ce moment? Ça doit valoir, ça vaudra entre 30 et 40 000 francs. T'as pas de problème avec les marchands, ça? J'en ai eu de gros, mais j'en ai plus. C'est chez Yvon Lambert? Je suis chez Yvon Lambert. On peut voir des choses de toi en ce moment là-bas? Oui, quelques petites choses. Pas les toutes dernières parce que je travaille dessus, donc ça mettra un petit peu de temps à venir. On les verra plus tard. On voit des choses qui datent de la FIAC, qui datent de cet été. Ça sert à quoi la peinture à ton avis? Peut-être ça devrait servir à dire que les hommes ne sont pas que ça. Tu penses que tu te sers de la peinture ou que c'est la peinture qui se sert de toi? Oh, sans doute que je me sers de la peinture. Je m'en sers pour pas être trop angoissé, pas être trop malheureux. Je m'en sers pas pour entrer en contact avec les gens parce que ça m'en éloigne plutôt. Je m'en sers peut-être mal pour l'instant, mais tu t'en sers très bien. Je m'en sers. Et si on devait donner une définition de toi, pas dans le dictionnaire ou sur ta pierre tombale, comme ça, on écrivait Philippe Favier, 2 points quoi? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on écrive? Oh, une date le plus loin possible de maintenant. Compile les ressuscite, voici tous les hits de Herman Hermite. Et Bouchité, t'es couché? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of... En ce temps-là, le must, c'était d'être découvert par Mickey Most. Exemple, Herman Hermite. Signé par Mickey parce qu'il ressemblait à John Kennedy, en novembre 66, Peter Noone chante No Milk Today, composé par Graham Gouldman, qui sera plus tard un 10cc, après avoir écrit, entre autres, For Your Love pour les Yardbirds. No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. Took a walk and past your house, late last night. All the shades were golden drawn, way down tired from within. Mars 1965, le succès se profilait avec Silhouette.
hit des Rays datant de 58. La cover des 5 de Manchester fera 1 million de copies. Les 4 de Liverpool balisent. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter. Girls as sharp as her are something rare. Mai 1965, écrit 2 ans avant par Trevor Peacock, c'est la grande époque. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter marque le début de leur carrière aux États-Unis. Numéro 1 pendant 3 semaines et disque d'or, mais ne sortira jamais au Royaume-Uni. Zarbi. She wants to return those things I bought her. Tell her she can keep them just the same. Things have changed. She doesn't love me now. She's made it clear enough. It ain't no good to find. Walking about, even in a crowd, well, you'll pick her out. Makes a bloke feel so proud. Lunettes noires, vous qui pouvez transformer le jour. Voici le Diman Dément et sa brigade mondaine pour les lunettes de la semaine. Seras-tu gaga du nouveau 33 de Vega le 10 mai sur scène à Paris-sur-Seine? Auto-interview bientôt. Avec la journée de l'écriture du pont fait dans la culture le 5 avril, les grandes pointures au 2 Mago, Langeman, le dernier mot. Nouvel épisode des Vénus de la mode, ils étaient tous dingues, des fringues du couturier 2 fois primé, le créateur Mugler. Le 7 avril à Paris, Kool and the Gang en première partie d'Ivan Noir pour un soir à Deva au Nirvana au Zénith avec tous ses hits. Gap, v'là le mouton noir du paf qui te laisse pas en carafe, encore 9 lunettes avant la bronzette, Lucette. Et v'là le date du Sherazade, le monsieur Blind Tales de lunettes également, roi du rail tous les jeudis, Hervé Duflo. C'est fou mais ça tient debout, c'est comme la tour de Pise, c'est Indies. Il a un nom français mais c'est pas un sobriquet, voici Mike Rimbaud, l'américano-rocker soliteur, familier du CBGB, et signé par les Français pour Mutiny in the Subway, tous ces tubes le 6 avril au Rex Club. Let's start an uprising, shake up for sure. Hot water keeps running, it just doesn't stop. Our secret ingredients, our secret advance. No federal fashion, no temporary trance. Let's finish off, pulling off the galaxy ignored. Step up to the dark forest, destination Mars. He's a man of discipline and wealth and waste. Start dumping the trash and riding the waves. Ceasefire, go to lane, race the horse that won. Sound off, search for a wild laser love. Guns, stir romance, gardens beneath us, secret transplant. Ceasefire, no delay, race the horse that won. Sound off, search for a wild laser love. Speedboat, hurdle the sun. It's our time to heal, our river to run. Ceasefire, no delay, race the horse that won. Sound off, search for our wild laser love.
From Genève, il crève la caméra de Bergère, tournée incendiaire signée Furax, les maniaques. Rock ménager spécial fin de soirée, grand standard version franchouillard, voici les membres et leur musique de chambre, tous en chœur pour la cover des Kingsmen, en français, Le Boudin. C'était Lunettes Noires pour 1001 Nuits Blanches avec Patrick Bouchité, Marie Lebé, Jeff Goldblum, Catherine Jacob et Philippe Favier. Amis du Black Sheep, toute l'équipe vous dit bonsoir, c'était Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Salut bande de nazes. Night clubbing.